Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la santé et le bien-être. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du GR20, le trekking, donc la randonnée corse qui est considérée l'un des plus belles et l'un des plus difficiles en Europe. Je l'ai fait en 2019 en mode solo, en mode guerrier. Et voilà. Et pourquoi, du coup, l'idée de cette vidéo? Tout simplement parce que depuis quelques années que les gens me posent des questions sur mon expérience. Donc voilà, et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo et répondre à toutes ces questions. Donc déjà, dans la première partie, je vais vous parler de mon expérience du trekking, en fait, c'est-à-dire d'où cette idée est venue et pourquoi. Puis je vais présenter les questions que les gens me posent et je vais donner mes réponses. Et dans la troisième partie, il y aura des photos que j'ai prises tout au long de cette magnifique aventure. Donc pourquoi j'ai eu cette idée de faire le GR20 en Corse? En plus, c'était mon tout premier GR, c'est-à-dire que comme j'ai fait mes études à Grenoble, j'ai déjà eu l'expérience des montagnes, j'adorais toujours aller grimper là-haut, voir un petit peu les vues, donc j'aime beaucoup déjà, donc il n'y avait pas j'avais pas de doute par rapport à ça. En fait, voilà, donc mais en solo, c'était vraiment, je n'avais jamais fait, donc c'est toute première expérience. À l'époque, je travaillais donc pour une entreprise, j'avais un collègue qui chaque année qui allait en Corse. Et à un moment donné, c'était en 2018, quand il devait partir en été, je lui ai demandé s'il pouvait se renseigner si c'était possible et de m'amener quelques petites fiches et quelques petites plaquettes de la maison du tourisme pour me dire s'il y a des chemins de randonnée parce que j'aimerais peut-être aller visiter la Corse, c'était mon rêve depuis un laps de temps. Et du coup, il revient et il me dit oui, mais Julia, mais pourquoi pas faire le GR20 qui traverse toute la Corse carrément? Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce trek. Du coup, ah oui, je me suis dit, ça traverse la Corse et tout, c'est super, c'est extraordinaire, parce qu'au début, je pensais faire le tour en fait, mais il m'a dit, mais non, c'est pas possible, mais ça se fait en bateau. Parce que bon, parfois, c'est pas accessible, donc voilà, etc. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais me renseigner et je me suis renseignée sur Internet, je me suis dit, waouh, j'ai vu que c'était quand même difficile, mais je me suis dit, j'ai une année pour préparer ça et j'ai prévu justement pour l'année 2019 cette magnifique aventure. J'ai commencé ma préparation pour ça exprès qui était ciblé donc au printemps. Et ensuite, je suis allée acheter le matériel. J'ai lu pas mal de blogs et de posts sur Internet qui parlaient en fait justement de voyages en solo. J'ai lu deux blogs qui étaient super intéressants. Donc, il y avait une fille qui a fait un solo à 9 jours. Donc, elle expliquait très en détail. Et puis, il y avait un gars aussi, un jeune homme qui a fait, mais lui, c'était vraiment en mode sport, mais quand même, j'ai pu profiter de leur expérience pour préparer justement ce voyage. Donc ensuite, je me suis dit, bon, je vais prendre de longues vacances. Je voulais partir pour 3 semaines, déjà pour rester un petit peu à Calvi, donc au nord, ensuite faire le GR et puis visiter un petit peu la Corse et repartir à Paris. Donc du coup, j'ai pris mes billets d'avion. Je me suis pas, j'ai pas voulu en fait d'aller en bateau. Pour moi, ça m'a semblé long et compliqué. Donc 2 jours de voyage, je me suis dit non, je prends les billets d'avion, je pars, c'était plus simple. Donc du coup, voilà, je suis arrivée à Calvi. Je suis restée pendant 2 jours à peu près, donc 2 nuits. Et puis, le matin, c'était le départ pour justement faire le trek. Par contre, moi, je fais à ma façon. Donc, il y a quelque chose, un petit aventurier en moi qui me disait, bon, allez, on va faire. Comme c'est super, c'est magnifique être au bord de la mer à Calvi, donc je voulais pas vraiment attendre à Calanzana, dormir dans le petit refuge là-bas et partir directement de ce point de départ.
Du coup, je suis restée à Calvi, en fait, je passais 2 nuits là-bas. Et le matin, je me suis levée très tôt et je me suis dit, voilà, mon GPS me montre 9 kilomètres jusqu'à Calanzana, donc je vais être à peu près vers 9 heures. Donc là, je vais commencer mon GR20. Sauf que le GPS, je ne sais pas ce que s'est passé, il s'est trompé. Du coup, je fais 17 kilomètres ce matin-là et en plus, je ne faisais que monter. Donc, Calvi, Calanzana, 17 kilomètres. Je suis arrivée vers 11 heures. Il faisait déjà très chaud. Donc, j'étais un petit peu... Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est une aventure, j'en profite. Ça me fait rien si je pars un peu plus tard, tant pis. Je me rappelle que je suis arrivée donc à Calanzana le matin, j'ai vu un petit restaurant, je suis allée boire un coup. C'était le resto qui s'appelait, je crois que c'était le GR20 carrément, parce que c'est, voilà, les gens qui viennent et qui passent la nuit là-bas, bon, ils vont dîner dans ce restaurant. J'ai commandé de l'eau, enfin, Oreza, c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai connu Oreza, l'eau corse, qui était bien froide, donc ça me fait très plaisir. Et j'ai commencé mon GR à 11 heures, donc c'était un peu tard dans la matinée. Et puis, étape par étape, donc au total, il y a 16 étapes on fait ça généralement en 15 jours, et moi je voulais justement profiter du fait que je fais en 15 jours, donc faire tranquillement avec ma propre vitesse, observer les magnifiques endroits, et puis voilà, parce que j'ai vu que pas mal de personnes faisaient ça en 10 jours, en 9 jours, ou même en 7 jours. Enfin, ça dépend bien évidemment de la condition physique. C'était la période quand je l'ai faite, c'était fin juillet, début août. Donc voilà, ce qui est recommandé d'ailleurs, juillet-août, tout simplement parce il y a moins de risques de voir la neige, de voir les conditions météo difficiles. Donc voilà, juillet-août, c'est considéré. Donc je me suis dit, voilà, tous ces conseils, je vais les suivre tout simplement. Voilà, donc les premières 4 étapes sont les plus difficiles, c'est vrai. Donc n'importe quel guide explique que voilà, il y a beaucoup de dénivelé. Et ensuite, ça devient un petit peu moins difficile. Et en fait, sur GR, il y a 2 parties, donc la partie nord et puis la partie sud. C'est plus ou moins moitié-moitié. Donc la partie sud, je dirais pas qu'elle est vraiment plus facile. Elle est pas plus facile en fait. Si, elle est moins technique bien évidemment, mais bon, il y a quand même des choses, des choses assez compliquées. Donc maintenant, je vais passer aux questions qu'on me pose souvent et je vais présenter mes réponses à ces questions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le GR20, il reste quand même accessible à tous, malgré le fait qu'il est très technique et qu'il est compliqué, parce qu'il y a quand même 10 000 de dénivelés positifs, presque 10 000 de dénivelés négatifs. Donc voilà, il faut savoir que voilà, il faudra grimper et descendre. Et puis voilà, donc il y a 16 étapes, 15 jours. Il y a des gens qui font ça en 10 jours et il y a des gens qui font ça en 16 jours. Bon, il y a toutes sortes de possibilités par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé en fait de dormir dans les refuges à la fin de chaque étape et vous pouvez pas faire différemment, tout simplement parce que c'est le parc national et qui est très très fragile et très protégé en Corse. C'est pour ça donc l'île nous propose les refuges qui sont spécialement prévus pour ça, et à la fin donc de chaque journée vous pouvez rester là-bas. Dormir soit dans le refuge, soit louer une tente, soit donc partir en autonomie complète et avoir votre propre tente. Donc voilà, la première question, c'est comment se préparer physiquement. En ce qui me concerne, j'ai commencé à me préparer donc en avril. Je pense qu'en avril, je commençais vraiment les entraînements course à pied qui étaient beaucoup plus sérieuse, et le renforcement musculaire. Je trouve que le renforcement musculaire, c'est super important pour faire les
les GR en fait, pour partir dans les montagnes, parce que ça peut toujours servir, surtout quand on sait que la randonnée, elle est technique. Et quand on dit technique, ça veut dire qu'il faudrait utiliser tout le corps. Donc il faut avoir les bras qui sont musclés, il faut avoir tout le corps musclé, le dos, et avoir une certaine souplesse pour pouvoir faire un petit peu d'escalade de temps en temps. Voilà, donc je conseille fortement de faire le renforcement musculaire, donc plein d'exercices qui sont généralement proposés en salle de sport, ou bien utiliser une application fitness aussi, justement pour avoir un peu de muscle. Et puis, course à pied, c'est super, c'est parfait. Le vélo, ça pourrait aussi servir, donc je dirais que n'importe quelle activité physique pourrait servir. Mais aussi, ce serait pas mal de faire quelques répétitions, donc d'aller faire les randonnées dans les forêts, ou si les montagnes sont à côté, vous pouvez également pratiquer ça. Une journée, 2 jours, mais de toute façon, vraiment n'importe quelle activité physique compte. Je sais pas, il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est difficile de faire tout de suite tout le GR20 en entier. Donc ils coupent en fait, ils coupent par partie, ils partent en Corse, ils font peut-être 2-3 jours de randonnée, il reste une semaine, donc voilà, pourquoi pas. Mais en ce qui me concerne, je voulais faire tout de suite tout le GR20 et ne pas couper parce que je savais pas si un jour je pouvais revenir, comme j'aime bien changer et faire des choses variées. Partir, donc voilà, là, maintenant je passe à la deuxième question, partir en groupe ou en solo. En fait, tout dépend de vous. En ce qui me concerne, pourquoi j'ai choisi le mode solo? Tout simplement parce qu'au début, quand j'ai pris cette décision, je savais pas déjà si un de mes amis allait me suivre. Parce que bon, le GR20, c'est pas quand même quelque chose de commun, je dirais. J'en ai parlé un petit peu avec mes amis. Bon, il y a certains qui me disent: «Ah non, non, Yulia, franchement, on préfère la plage, on préfère un petit peu les vacances tranquilles.» Après aussi, je pensais faire avec une amie, mais puis je me suis dit que quand même, pour s'organiser, c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, c'est mon premier GR, j'ai envie quand même de le faire finalement en solo, tout simplement parce que j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de ne pas me rajouter de pression supplémentaire. Et en plus, comme je savais que j'allais être lente, je suis quelqu'un d'assez lent, donc je prends mon temps, je marche à mon rythme, et être obligée soit d'accélérer mon pas ou de bien de ralentir, donc de m'adapter, je pensais que ça devait représenter une difficulté supplémentaire, et donc c'est pour ça que je me suis dit non, je vais partir en solo. En plus, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui font ça en solo, bah pourquoi pas moi. Et en plus, il y a un petit aventurier qui vient de moi, donc j'aime bien les aventures, donc partir vers l'inconnu, c'est mon truc. Donc du coup, faire en solo, c'est pas mal. Il faut juste certaines choses qui sont assez particulières à prévoir, donc parce qu'on peut compter sur soi. Parfois, il y a des zones où il n'y a pas de réseau, donc c'est les responsabilités entières. Donc voilà, et il faut se dire, voilà, je prends ma responsabilité, tout dépend de moi, je peux compter que sur moi, et puis voilà, je le fais. Mais d'un côté, oui, c'est difficile peut-être, mais de l'autre côté, quand vous prenez cette responsabilité, il y a en fait, il y a une protection qui se crée quelque part. C'est-à-dire que voilà, je suis responsable de ce que je fais, et en l'occurrence, vous faites très attention. Vous savez que vous pouvez pas forcément avoir de l'aide, donc tout devient faisable. Je sais pas, c'est paradoxal peut-être ce que je dis, mais vous faites vraiment attention à ce que vous faites. Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, je j'organisais mes journées en fonction de ça, en fait. Je suis seule sur le parcours, même si parfois il y a les gens qui me dépassent ou les gens que je croise, mais je compte sur moi. Donc voilà. Troisième question. Euh,
Combien de kilomètres par jour? Donc en fait, c'est difficile de répondre à cette question tout simplement parce que quand vous partez dans les montagnes, c'est pas le nombre de kilomètres qui compte, mais c'est les dénivelés. Donc combien de mètres par jour, combien de mètres je dois grimper et combien de mètres je dois descendre. Donc c'est en fonction de ça. Et puis, en fait, comme toutes les étapes sont très bien décrites, donc vous trouvez facilement cette information sur Internet et vous pouvez prévoir vos étapes en fonction de ça. Donc voilà, je fais par exemple aujourd'hui, je fais 8 heures. Demain, je fais 6 heures. Il y a aussi des étapes qui sont courtes, donc il y a une étape qui fait, je crois, 4 heures. Et les gens profitent justement de cette étape pour se reposer. Et en plus, le refuge, il est situé à un endroit magnifique avec plein de sources d'eau, donc vous pouvez vous baigner, vous pouvez bronzer, enfin prendre du soleil, laver les vêtements, donc ça c'est super sympa, franchement. Donc on s'organise en fonction justement des étapes. Parfois, vous pouvez faire aussi 2 étapes en une seule journée, donc tout dépend de vous. Troisième question, combien d'eau à prévoir tous les matins? En fait, je dirais que sur le GR20, j'ai jamais eu de problème de ravitaillement en eau. Il y a plein de sources d'eau pour pouvoir justement remplir ces gourdes, ces bouteilles. Aussi, sur le parcours, quand il fait chaud, c'est vrai que quand on part avec nos bouteilles d'eau le matin, donc on peut rapidement les boire, mais après, sachez que sur tout le parcours, il y a toujours des sources, et sinon, c'est en fait dans le guide, ils préviennent quand je crois qu'il y avait une seule étape quand il fallait vraiment prévoir pour la journée un petit peu plus d'eau parce que c'était difficile de l'avoir sur le trajet. Donc là, à part ça, donc une seule étape, sinon à part ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des sources d'eau sur le parcours. La question suivante est quelles sont les difficultés à prendre en compte sur ce parcours? Donc en fait, je dirais que parfois c'est peut-être assez compliqué parce que comme je disais, c'est le parcours qui est super technique. Donc parfois il y a juste des passages qui sont un petit peu justes. Ma peur majeure, c'était, je dirais, de me bloquer sur un rocher quelque part et de ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir descendre tout simplement parce que c'est compliqué. Mais finalement, ça s'est très bien passé et on trouve toujours les moyens de descendre ou de monter, il n'y a aucun problème. Je dirais qu'il vaut mieux quand même suivre le balisage. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est le trajet qui est le mieux adapté. Parfois, quand on regarde un petit peu autour, on pense que non, il vaut mieux que je dévie un petit peu parce qu'il semble que par là, c'est plus facile, mais non. Je dirais que moi, je fais cette expérience. Justement, les moments quand j'ai eu quelques difficultés, c'était justement parce que je n'ai pas suivi le balisage. Je me suis dit, non, si je suis les balisages, ça me paraît un peu compliqué. Là, à côté, ça paraît plus simple, mais non, finalement. Après, ce qu'il faut aussi savoir que parfois, il y a des endroits qui sont très vertigineux. Donc, si vous avez le vertige, franchement, à mon avis, il faut réfléchir déjà avant d'entreprendre ce parcours, parce que parfois, il faut traverser les ponts vous savez que les ponts qui sont pas fixes, donc des fois ça peut créer une petite sensation de vertige. Et parfois il faut aussi grimper, donc il y a des petites marches en fer qui sont installées dans les montagnes, où il y a des fois des cordes pour aider si jamais la météo n'est pas bonne. Donc s'il pleut, donc c'est parfois très glissant, donc il faut vraiment faire très attention. Donc c'est ça la difficulté. En plus, les difficultés parfois, c'est tout simplement le mental qui dit ah non, c'est trop difficile, je vais jamais y arriver. À mon avis, il faut surtout pas écouter ce mental qui dit ces choses-là. Donc il faut tout simplement continuer et puis voilà. Ça se fait, il y a pas mal de personnes, enfin il y a énormément de personnes qui l'ont déjà fait, pourquoi pas vous?
Question suivante, donc, est-ce qu'on peut faire le GR20 en autonomie complète? Oui, bien évidemment, on peut le faire en autonomie complète. Par contre, comme j'ai déjà dit, on est quand même contraint à dormir dans la zone des refuges. Donc, vous pouvez transporter toute votre nourriture avec vous, la tente, tout ça. Donc, prévoir juste tout le nécessaire justement pour faire en autonomie complète. Donc la nourriture, on peut acheter dans les refuges. Par contre, c'est très limité parce que souvent les refuges se trouvent très haut et le ravitaillement se fait en hélicoptère. Donc vous n'aurez pas forcément accès à tous les produits. Mais par contre, à peu près à moitié du trajet, il y a un moment quand vous descendez avant de remonter et de continuer. Donc là, il y a un petit village, il y a des magasins, des boutiques. Donc vous pouvez faire le plein par là. Question suivante. Est-ce qu'on peut se blesser? Oui, parfois les gens me posent cette question parce que c'est vrai que c'est la montagne, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc bien évidemment, les blessures, parfois, on peut les avoir. Moi, je me suis blessée. Moi, personnellement, j'ai vu d'autres personnes qui se blessent. Donc ça peut arriver. Mais j'ai fait l'analyse de ces blessures que j'ai eues sur le trajet. Et en fait, je me suis dit que je me suis blessée au moment quand ma tête était ailleurs. Justement, avant de partir sur le GR20, j'avais eu une situation assez difficile à gérer et donc parfois sur le GR20, j'étais encore en train de résoudre quelque chose qui n'était même pas possible à résoudre, justement en Corse, loin de ce problème. Et justement, quand je faisais une longue descente qui était longue et très compliquée, et justement je me suis blessée, je suis tombée et je me suis fait assez mal. Et après, je me suis dit, je me suis arrêtée tout de suite. Pendant 15-20 minutes, j'ai pris mon temps pour me reprendre un petit peu. Et là, j'ai compris que bah voilà, j'étais ailleurs, j'étais pas ancrée au moment ici et maintenant. Et c'est pour ça que j'ai pas vu le caillou. Et voilà, j'ai perdu mon équilibre, je suis tombée, je me suis fait mal. Voilà, donc mon conseil, en fait, vraiment, la montagne, c'est difficile, c'est très surprenant, c'est très impressionnant parfois, donc il peut pleuvoir, parfois il y a le brouillard, donc on voit vraiment rien. Donc il faut vraiment être ici et maintenant et penser uniquement à ce que vous êtes en train de faire. Et là, vraiment, vous pouvez éviter toutes les blessures, toutes les chutes, donc voilà. Si vous êtes ici et maintenant, ça vous protège énormément. Et la dernière question, donc quel matériel prévoir pour justement faire le GR en autonomie complète? En fait, moi, quand je fais justement le GR20, j'ai tellement aimé ce parcours, je l'ai adoré en fait énormément et je me suis fait une promesse de faire un GR dans les montagnes par an. Et donc depuis l'année d'après, je fais le tour du Mont Blanc avec une fille qui s'appelle Audrey et d'ailleurs que j'ai rencontrée justement sur le GR20 en Corse. Donc on a fait ensemble toutes les deux ce magnifique trek, le tour du Mont Blanc. Donc l'année d'après, je fais le GR en 54, donc le parc des écrans. Donc depuis, j'ai acquis une certaine expérience en ce qui concerne le matériel justement à prévoir. Mais pour ça, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui va sortir bientôt, là où je vais vous présenter de façon très détaillée mon matériel et que je prends avec moi pour faire les randonnées alpines, voilà, dans la haute montagne. Maintenant, je vous invite à regarder quelques photos.